Vous écoutez le témoignage d'Isabelle, chapitre 8. Et donc on va aller dans les séismes. T'as vécu des séismes plutôt remuants, difficiles. Oui. C'est le cas? Ouais, C'est quoi ces séismes alors? Tu veux me les raconter? Eh ben, premier séisme. Non, mais c'est que quand même, ce qui nous fait partir, c'est deux deuils. Et on repart avec un deuil national. Il se trouve que la veille de notre départ, on se retrouve à naviguer pour la grosse fête d'Halloween dans le quartier d'Itaewon, où 2 heures après notre départ, 155 personnes meurent écrasées dans la foule. Mouvement de foule. Mouvement de foule. Et Je me souviens bien, en fait, je me rappelle entendre la nouvelle de loin et 2 jours plus tard, connecter soudainement en disant mais Isaïe à Séoul, t'envoyer un message et avoir ta réponse. Que toi, du coup, je crois même que tu m'as envoyé une vidéo, je sais pas si tu te souviens, en montrant, je crois, des déguisements et tout, juste avant le mouvement de foule. Et toi, du coup, tu n'es pas rentré. C'est quoi, je sais pas ce que c'est un mouvement de foule, mais c'est. Du coup, il y avait énormément de gens dans des petites ruelles. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as fait face à ça? En fait, c'était la fête. Il y avait énormément de gens rassemblés, déguisés pour faire la fête. Et puis, effectivement, il y a une espèce de concentration. À un moment donné, il y a tellement de gens il y a tellement de gens qu'on n'arrive plus à avancer, mais c'est pas du tout flippant. Il y a juste plein de gens. Moi, je suis un peu agoraphobe. Sophie aussi. Donc voilà, tranquillement, on se dit, on va changer de quartier, on bouge, quoi. Mais c'est tout. Et c'est en fait le lendemain matin, quand on se réveille, que Sophie a plein de messages sur son téléphone, de gens en panique qui nous disent voilà, dites-nous où vous êtes, est-ce que vous êtes toujours en vie et tout, parce qu'on se rend pas compte. Donc on passe la journée un peu sonnée de ces nouvelles, parce que finalement, on est un peu passé à côté de la catastrophe. Nous, on n'a rien vu, en fait, de la catastrophe. Et c'est bizarre parce que du coup, c'est notre dernier jour sur place, donc on se fait quand même un bilan de notre voyage en se disant ouais, c'était génial, c'était hyper fluide, trop bien, c'était top. Et en même temps, le pays est en deuil. On vient d'échapper à une mort, un événement catastrophique. Donc bizarre. Et puis sur le coup, je pense qu'on réalise pas trop. Et c'est en revenant en lisant les infos, que moi, ça me commence à me monter au cerveau et que ça me questionne. Je me dis, non, mais alors là, on a failli mourir écrasé à la fête d'Halloween. C'est quand même complètement délirant. Je suis mal, en fait. Je reviens, je suis dans un état, j'ai envie de pleurer tout le temps. Je me sens hyper sensible. Je suis pas bien. Alors, je l'attribue à cette histoire, à cette catastrophe, mais je vois bien quelque chose qui est pas juste non plus, qui est pas exactement là, parce que d'un côté, je trouve ça horrible, et en même temps, j'étais pas du tout là au moment où ça commence à dégénérer, donc c'est pas du tout quelque chose de ressenti. C'est un peu comme si c'était un peu arrivé à l'autre bout du monde quand même. Donc c'est assez étrange cette sensation d'être affectée par la chose, mais sans savoir si je suis affectée par la chose. Et en parallèle de ça, il y a un truc qui me fait bien redescendre, c'est une petite remarque qu'on me fait, comme on m'en a fait des milliers, sur j'arrive quelque part. En France? Ouais, en France, donc 2 jours après mon arrivée. Il se trouve que je suis interviewée sur un plateau télé et que le journaliste, je suis en train d'attendre dans un coin, voit pas trop qui je suis, puis finit par me demander qu'est-ce que je fais là, qui je suis, donc je lui donne mon nom. Et forcément, il tilte, il comprend pas, Isabelle Batteste. Et puis je lui dis, bah oui, j'ai pas un nom qui va avec ma tête. Et d'emblée, le journaliste me répond ah ben oui, mais c'est votre maman, elle est vietnamienne, vous allez souvent en Asie. Et là, je suis saoulée. Mais je suis hyper saoulée. Cette réflexion, je l'ai entendue des millions de fois. Et à chaque fois, je les ai toujours évacuées de façon hyper légère. Mais là, me saute à la figure l'absurdité raciale, dont j'ai joui de façon hyper positive en Corée. Et effectivement, il y a un côté absurde quand même de te dire d'en être alors que je parle pas un mot, que j'ai rien de la culture, je comprends rien, mais juste parce que j'ai la tête, ça me donne accès à la légitimité du collectif. En France, j'ai la culture, j'ai les noms, je maîtrise parfaitement la langue,
Et par défaut, on continue au quotidien à Paris à me demander d'où je viens, qui je suis, pourquoi je suis pas française. Et ça, subitement, ça me fait vomir. Et je me dis, mais alors, à titre individuel, tout à coup, ça libère un espèce de ras-le-bol, genre, il y en a marre, c'est pas possible. Et puis après, deuxième effet qui se coule, parce que bon, il faut dire que je travaille sur ces questions de diversité et inclusion au quotidien. Dans ton métier. Dans mon métier, voilà. Et là, je me dis, j'ai une espèce de désespoir profond en me disant, mais en fait, moi, j'ai le nom, j'ai la langue, j'ai la culture, j'ai les parents blancs, tout ça. Enfin, j'ai dit, mais pour les autres, mais c'est mort, quoi. Si moi, j'en suis toujours ramenée à l'étrangère, par défaut, dans un pays où les gens sont quand même de toutes les couleurs, les Français sont de toutes les couleurs, mais en fait, celui qui n'a pas le nom, qui a l'accent, qui a la religion qui n'est pas catholique, c'est foutu. Eux, mais en fait, jamais. Alors que c'est mon métier, je passe mon temps à expliquer comment... Comment intégrer, enfin comment pas intégrer, lutter contre la discrimination et faire en sorte que non, les gens ils sont beaucoup plus divers que ça, quoi. Enfin, faut arrêter de penser que la norme, par défaut, les gens, c'est d'être un homme blanc, bonne santé, avec une belle gueule, qui a fait des diplômes, qui a de la thune, enfin bref, tout ça, quoi, qui est hétérosexuel, père de famille, bah non, enfin. On est beaucoup plus divers que ça. Donc voilà, je me tape une espèce de mini déprime là-dessus. Qui est assez importante parce que moi qui suis ton ami depuis plusieurs années, je me suis toujours étonné lorsque j'essayais de parler racisme avec toi. C'est pas arrivé tous les jours et tout, mais on n'en a jamais parlé. C'était un non-sujet. En fait, je crois que j'étais curieux de savoir quelle était ton expérience. En plus, comme c'est des sujets que tu travailles et tout dans ton boulot. Et je me souviens qu'il y avait, alors je saurais pas dire mot pour mot ce que tu me répondais, mais pas de sujet. Ah non. Ben non, c'était un non-sujet pour moi. Il y avait un vide quand même. Ouais, parce que... Tu te vivais blanche. Moi, j'avais l'impression comme je me vivais de la famille Batteste, quoi. Enfin, voilà. Fille de Pierrette et Michou. Et je pense que ce qui joue aussi là, c'est la mort de mes parents. Adoptifs. Tout à coup, ils sont aussi plus là pour incarner ma filiation 100% française. Moi, je pouvais me retourner et dire, ah, c'est eux mes parents, regardez comme ils sont bien blancs, bien comme il faut, bien Pierrette et Michou Batteste. Enfin, voilà. Et là, ils n'existent plus, physiquement. Et du coup, il y a ça, quoi. Je pense que... il y a le fait du voyage, d'avoir vécu l'invisibilisation et la douceur que c'est. Et en même temps, tu vois, le fait que mes parents soient morts, enfin, je pense que si j'avais vécu que l'invisibilisation, peut-être tu vois, ça m'aurait pas touché à ce point, ces petites remarques du quotidien maintenant, quoi. Et ouais. Et là, du coup, il y a ça. Je reviens en France. Et puis, encore une fois, dans le contexte de fête, on fait une réflexion, enfin, voilà, du même acabit qui... Une deuxième fois. Voilà, une deuxième fois, dans un temps hyper limité, quoi. Et dans un contexte amical. J'arrive à une fête d'anniversaire, il y a 2 gars qui sont là, dont un que je connais, donc je vais le saluer, je dirais salut David, et à l'autre je me présente, je dis bonjour Isabelle. Et la personne me regarde de haut parce qu'elle est beaucoup plus grande que moi, mais sur un ton que je trouve, moi, assez condescendant, il fait « Non mais on s'est déjà vu hier ». Et là, j'ai une réponse pas très sympa, que j'aurais jamais eu avant, mais qui sort du tac au tac. Vous vous y étiez vu hier ? Mais non. Et je lui dis, ah bah non, c'était pas moi, c'était une autre chinoise. Je lui réponds ça. Hyper cash et pas très sympathiquement, j'avoue. Façon sèche, et je tourne les talons, quoi. Et je suis saoulée. En vrai, je suis saoulée bah non, c'est pas parce qu'on est 2 Asiatiques qu'on est la même personne. Parce que tu connais l'autre personne qui l'a vu, en fait. Je sais qu'il y a une autre Asiatique dans l'environnement dans lequel on évolue et tout ça, machin, et que c'est, de toute façon, vu que c'était pas moi hier, je le sais, que c'était pas moi hier, donc forcément, c'en est une autre. Et que, mais pareil, ces genres de réflexions, on me les a déjà faites, on m'a déjà confondu avec d'autres Asiatiques. Et c'est le pas fameux, ils se ressemblent tous. Oui, mais moi, je vous connais toutes les deux, vous vous ressemblez vraiment pas. Hein. Mais oui. Mais voilà, c'est parce que quand on connaît bien les gens, on commence à les distinguer. Ouais. Et par défaut, voilà, c'est une catégorisation. Et c'est pas une mauvaise personne, cet homme-là. Enfin voilà, c'est que tout à coup,
Moi, ce que ça transforme, ce voyage, c'est que tout à coup, je reviens en France et ces réflexions-là, je les supporte plus. Ouais. Et parce que pour moi, c'est voilà, quand je disais plus ou moins rigolant que j'étais en crise d'identité raciale, c'est ça. C'est que tout à coup, en expérimentant de façon hyper positive ce que c'est que l'identité raciale, bah, par défaut, ça me renvoie aux aspects négatifs en France. Et c'est marrant de Tu te devoir découvres coréenne. Bah oui, Découvre non blanche. voilà, et je découvre aussi que quel que soit l'endroit du monde dans lequel on se trouve, c'est crucial. Enfin, c'est-à-dire que cette appartenance raciale est décisive, en fait. Donc, premier, troisième, quatrième effet qui se coule, ça me déprime. Et puis après, je me dis, mais c'est peut-être déprimant, mais en même temps, peut-être qu'il vaut mieux qu'on acte le fait que c'est comme ça. Que les humains, eh ben, c'est un angle identitaire qui est hyper fort. Ça veut pas dire que c'est mal ou que ce qui est mal, c'est de hiérarchiser. Qu'il y ait des races, entre guillemets, des races sociologiques, bien sûr pas biologiques, parce que ça n'existe pas, la race biologique. Mais, enfin, voilà, de dire, faut arrêter de dire c'est mal, sauf quand c'est hiérarchisé. Mais non, je me dis, en fait, c'est un donné du fonctionnement humain que de dire, oui, l'identité raciale est hyper forte avant tout, quoi. Et du coup, oui, par défaut, un Français, il est blanc. C'est mal ou c'est pas mal ? C'est mal si on dit qu'être noir, c'est moins bien qu'être blanc. Mais est-ce que c'est mal de penser que par défaut, un Français, il est blanc et que du coup, moi, avec ma tête d'asiatique, par défaut, je suis asiatique et une asiatique qui serait arrivée en France et qui grandit en France et qui acquiert la nationalité française, ouais. Tu vois. Je sais pas si c'est l'endroit de ce podcast. Non, mais c'est l'endroit de ton podcast, donc on fait bien ce qu'on veut. En tout cas, j'ai juste envie de rebondir-ouner, ce qui est le verbe de petit rebondir, un petit rebondissement. Moi, je trouve ça extrêmement violent. Donc je ne peux pas comprendre ton expérience. Moi, je suis blanc et en fait, je ressens avec empathie le fait que tout est créé pour que je me sente bien dans l'espace public. Ça, je le sens. Parce que comme je suis gay et qu'il y a d'autres trucs où l'espace public, c'est le contraire, je le sens bien quand ça l'est. Et en fait, je ne pige pas, moi je suis pas d'accord avec toi, je ne pige pas comment les gens, en réfléchissant 2 secondes, ne peuvent pas se dire, attends, genre, lui demander d'où elle vient, tu viens d'où ? Alors même qu'en plus j'entends qu'il y a, je vais pas aller dans trop de détails, mais j'entends qu'il y a 0 accent, tu as quelqu'un avec un très fort accent, mais peut-être que non plus, mais en tout cas là, il y a 0 accent, peut-être que lui poser la question tout de suite. Alors peut-être quand on se connaît longtemps, je peux te demander et tout, mais non, en fait, c'est pas très compliqué de comprendre que mais qu'il y a des Français qui viennent de nulle part. qui viennent de nulle part. Si, qui viennent de... En fait, le sous-entendu, il est énorme et je sais pas si on peut excuser les gens à un moment donné de ne pas comprendre que le sous-entendu, c'est il y a un vrai Français et un faux Français. Justifie-toi. Et puis, le sous-entendu, c'est tu es dans les faux Français, je sais pas, mais en tout cas, tu es en dehors. Oui, mais moi, c'est ça que je remets en cause en me disant, mais si au moins on était lucide là-dessus, sur le fait ok, si on se dit qu'il y a des vrais Français et que pour être un vrai Français, il faut être blanc et que le reste, c'est des faux Français, mais putain, disons-le, quoi. Arrêtons de nous faire croire que on va faire croire aux personnes asiatiques ou noires qu'elles sont des vraies Françaises. Parce que c'est pas vrai. Puisque par défaut, on continue, tu vois, c'est cette hypocrisie-là qui me saoule. Et de dire, du coup, c'est quoi les messages que j'ai envie de faire passer dans mon quotidien, moi, de professionnel ? Est-ce que c'est dire, ah non, c'est mal de dire que il n'y a pas de Français de couleur. Je comprends. Alors de dire, mais non, dans les faits... Aujourd'hui, on est encore une société raciste. Mais oui, on est une société raciste. Alors ça, c'est très difficile de le partager largement et de le faire admettre pour certaines personnes. C'est mon point de vue. Et puis moi, je suis complètement d'accord. Okay. Mais au-delà de ça, de dire, mais c'est pas grave. En fait, faut juste qu'on se mette d'accord lucidement avec ce qui est inconfortable. Ok, on peut ne pas être d'accord avec ce qui est l'état de fait,
Mais l'état de fait est là. Et moi, j'ai juste besoin, à titre individuel, si je reviens sur mon histoire intime, que les Français, objectivement, enfin voilà, de façon lucide, disent c'est vrai que par défaut, on considère que les Français, c'est des blancs. Et que, toi, tu seras considéré par défaut un peu moins française que nous, sauf quand on apprend à te connaître et qu'on voit qu'en fait, oui, tu maîtrises autant la culture française que n'importe quel Français blanc, mais... Tu pars avec une dette qu'il faut rembourser. Oui, ouais, ou alors beaucoup vraiment un effort à faire. C'est ça. Justifie-toi. Voilà, et... moi, j'ajoute c'est pas normal, en plus. Du coup, j'ai l'impression que... Est-ce que tu es d'accord que tu continues à vivre la fin du mythe ? Oui. Et que c'est la déflagration. Voilà, et puis alors, si on continue sur la déflagration du mythe, parce qu'il y a eu ces effets-là, tu vois, de le racisme, l'identité raciale, le prisme de l'identité raciale, pardon, et l'effet qui se coule suivant, c'était sur l'adoption, le délire de l'adoption, tu vois, comment dire, si on renverse le schéma, imaginons que demain, je sais pas, les Ougandais galèrent pour avoir des enfants, crise de stérilité, et du coup, ils veulent adopter des enfants. Et que comme au Texas, on n'a plus le droit à l'avortement, il y a plein de femmes qui se retrouvent à devoir accoucher d'enfants dont elles ne sont pas en capacité ni l'envie d'assumer. Et que se mettent en place des adoptions massives à l'international d'Ougandais qui adopteraient des petits Texans et des petites Texanes. Et qui leur dirait « Mais c'est exactement comme si on vous avait fait. Vous êtes des petits Ougandais, des petites Ougandaises comme les autres. » Mais on leur dirait « Vous êtes des gros malades. » Jean de l'Ouganda, de raconter un truc comme ça, de créer un arsenal législatif qui confirme, qui va dans le sens de cette mythologie-là. Mais vous êtes des gros fous. Ces enfants, ils sont nés au Texas. Ils ont des origines américaines. Et là, je me dis, mais ouais. Enfin, aucun occidental trouverait ça spontanément génial et bienveillant et super de la part de ces personnes noires d'élever leurs enfants comme des petits noirs, comme si de rien n'était. Tu vois le truc ? Du coup, toi, tu te sens en colère, enfin soudainement, tu remets en question le fait qu'il y ait des gens qui adoptent. Tu te dis, c'est une connerie. Il faut écrire autre chose. Non, je dis pas que c'est pas qu'il y a des gens qui adoptent, mais qui adoptent en faisant croire ça, en se faisant à croire ça à eux-mêmes déjà. Et du coup, de se dire, on fait table rase. Déjà, ça dit quoi du système de domination ? Donc tu vois, genre que c'est toujours des blancs qui vont chercher des enfants à l'autre bout du monde pour assouvir leurs besoins de parentalité et après qui sont là dans une démarche de table rase de on fait comme si de rien n'était, bim, tu arrives à 5 mois, à 2 ans, à 3 ans, à 6 ans, à 7 ans, comme si c'était rien passé avant. Et je suis ton papa, je suis ta maman et tu vas me faire des bisous et je vais t'aimer comme ton papa, ta maman. Comme si de rien n'était. Et c'est comme si on t'avait fait, et tu es un petit Français comme un autre. Du coup, toi, tu as une nouvelle colère que tu n'avais pas avant sur comment tes parents t'ont déconnecté de la Corée et t'ont fait croire que tu étais blanche. Est-ce que... vis-à-vis de mes parents et même vis-à-vis du système. Enfin, tu vois, du système. Tu vois, moi, je suis tombée il n'y a pas très longtemps sur mon certificat de naturalisation française. Et là, tout à coup, je me suis dit, j'ai été naturalisée comme n'importe quel étranger. J'ai été adoptée, je suis arrivée en France sur le territoire français à 5 mois. Ma naturalisation, j'avais 3 ans. Donc pendant 3 ans, 2 ans et demi, j'étais dans une espèce de no man's land, citoyen. À 3 ans, j'ai mon certificat de naturalisation française. Et par contre, dans mes papiers, l'adoption plénière fait qu'il n'y a aucune mention nulle part qui est faite à mes origines, qui ne sont pas françaises. Ma filiation, elle est complètement par rapport à celle de mes parents biologiques, adoptifs, pardon. Ouais. Tout est complètement... On fait comme si les parents adoptifs étaient biologiques. Exactement, voilà, exactement. Et en même temps, tu vois, souvent, je m'étais... Avant, peut-être cette colère que j'ai, peut-être maintenant, je m'étais souvent dit, mais je sais pas, s'il y a un régime un peu fascisant et raciste qui arrive au gouvernement, comment il me traite, moi ? Parce que dans mes papiers, j'ai rien qui dit que je suis étrangère. J'ai juste la tête.
Dans quelle catégorie il me range? Est-ce que je peux me faire... je peux finir en camp de concentration parce que j'ai une tête d'asiatique en France? Est-ce qu'ils peuvent me renvoyer dans un pays où figure nulle part que j'en ai les origines? Enfin, toi, ça m'avait toujours un peu interrogé, ça. Est-ce que j'ai l'espace d'une question audacieuse qui est une sorte de psychanalyse sauvage qui a pour but d'aller à l'étage du dessous de ce que tu viens de dire, qui est vrai et qu'est-ce que tu ressens, et je me dis qu'est-ce qu'il y a en dessous. Tu le sens comment? Bah vas-y. Ouais. Non, mais t'as le droit de dire non, puis tu peux me couper à tout moment. Moi, ce que j'entends, c'est le deuil qui se continue. Ouais. Et ça vient pas du tout invalider les questions que tu poses sur tes parents et plus généralement. Ça vient, moi, me toucher intimement dans mon rapport à mes parents. Où en fait, j'ai la même colère que toi alors que j'ai pas été adopté. J'ai la même colère que toi autour de certains mythes, autour de certains silences, autour de certains interdits. Et moi aussi, je les généralise, c'est-à-dire je me dis même qu'il y a un problème générationnel. Et je me dis, mais Guillaume, et si j'imaginais l'empathie et la compassion de ces mères qui cachent, qui ne se rendent pas compte qu'elles créent un mythe, elles se mentent et elles mentent. Ta maman a pas pu avoir d'enfant, ça se voyait bien sur ton visage qu'elle ne t'avait pas fait, elle n'avait pas l'impression de mentir, elle était dans un niveau d'insécurisation tel et peut-être de manque de non, mais je suis complètement d'accord avec toi, Guillaume, mais ça n'empêche pas. Mais ça ne l'excuse pas. Non, c'est à des niveaux différents pour moi. Ça n'a rien à voir. Je suis carrément... Mais ça n'est pas présent dans ton propos. Je suis pas en train de dire donc du... J'ai l'impression qu'on l'avait dit dans le premier podcast. Ok. Si, je suis complètement... Moi, je suis hyper consciente que ce message-là, en fait, elle nous l'a pas fait c'est pour nous. Enfin, c'est un message qu'elle... Parce que du coup, tu généralises. Mais Sophie parlait d'une autre famille qui a adopté deux enfants espagnols et où elle le prenait en exemple dans le dernier épisode en disant ils y sont allés souvent, ils ont appris l'espagnol. Ils n'ont pas forcément été plus heureux en plus. Hein. Non. D'accord. Je dis pas que c'est mieux ou c'est pire de faire ça. Enfin, en fait, je sais pas. Moi, alors peut-être pour mettre un peu plus d'eau dans mon vin, c'est que t'es pas obligé. J'essaie de comprendre ta colère en fait. Non, mais ma colère parce que je le réalise maintenant. En fait, tu vois, comment dire, c'est pas que je le réalise parce que je le savais mentalement. Je pense que si j'avais été élevée à l'inverse dans une ultra visibilisation de mes différences, j'aurais eu de fragilité. Parce que, effectivement, à plein d'endroits, c'était hyper constructif. Que ma mère ait dû dire ça à la face du monde, c'était pour se défendre, c'était pour résister, c'était pour se construire elle aussi, dans cette difficulté à ne pas avoir d'enfants par elle-même. Et en regard, moi, ça m'a hyper protégée. Moi, je me suis pensée comme petite Française comme les autres, et que, effectivement, toutes les marques de racisme que j'ai pu subir, et du coup, elle me passait au-dessus, parce que moi, j'avais vraiment l'impression d'être la fille de Pierrette et Michou. Enfin, voilà. Et ça, c'était hyper utile. Et donc, je dis pas que si j'avais grandi dans une ultra-visibilisation, j'aurais mieux grandi, et peut-être que je serais aujourd'hui la même en train de revendiquer « Putain, mais pourquoi ils m'ont pas invisibilisée? Pourquoi ils ont pas fait comme si j'étais une petite Française comme les autres et j'aurais pas, voilà, je me serais crue dans mon histoire et ça aurait très bien marché. Et voilà, je me serais pas à ce point, je sais pas, ostracisée, j'en sais rien. » Du coup, est-ce que toi et moi, on fait pas face à la même chose, qui est le deuil des parents parfaits, le deuil du fait que, en fait, voilà, on a face à nous des personnes qui nous ont ramenés dans le monde, qui nous ont façonnés et qui sont terriblement humains, là, avec des forces et des faiblesses, et que c'est terrible de vraiment s'en rendre compte. Ah ouais, mais moi, je suis pas en colère vis-à-vis de mes parents, là. Mm-hmm. Je suis plus en colère vis-à-vis du système. Tu vois ? De dire... Après, effectivement, à titre individuel, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est, avec ce qu'il a, avec tous ses traumas et cette inconscience de ses traumas et met en place, malgré soi et malgré les autres, des systèmes d'autodéfense. Non, là, je me dis, mais c'est fou
comme d'un point de vue institutionnel, on met en place ces choses pour aller dans ce délire. C'est ça, de se dire, mais voilà, c'est qu'il y a un arsenal législatif qui construit ce délire-là, qui est quand même un délire. Enfin, tu vois, et pourquoi on arrive à construire ce délire ? Parce qu'on est des dominants. Et que je dis, mais si, voilà, c'est pour ça que je prends l'exemple des villes de l'Ouganda, mais tu vois, d'un pays sur la scène du monde dominé, qui ferait la même chose avec des petits blancs, on leur dirait, vous êtes des gros malades. J'ai entendu dans le cadre de la GPA, j'ai entendu des témoignages de parents, et je suis pas un expert, je te partage ça pour te faire rebondir, qui au contraire veulent. Tu vois là, c'est intéressant parce que je sais que t'étais pas du tout manif pour tous, anti-mariage gay, mais un des arguments des anti-gays, c'était justement ce que tu dis, c'est-à-dire quand on marie et quand on a le droit d'adopter, la GPA est illégale, mais l'adoption pour les couples homosexuels est légale, mais impossible. Autre sujet, en tout cas très compliqué. Mais sur le livret de famille, cette Brigitte, je sais pas comment elle s'appelait, elle criait ça. Elle disait, c'est une hérésie, on dit parent 1, parent 2, et on fait croire que c'est biologique. Et moi, j'entendais des témoignages de parents qui disaient, on pourra pas, c'est pour protéger l'enfant. On pourra pas nous les reprendre. Ta mère avait peur de ça, si je dis pas de bêtises. Ouais. Cet arsenal législatif, et peut-être que t'es autant en fait, moi je veux surtout pas invisibiliser ta colère ou dire qu'elle est à côté. Peut-être que je suis en avance peut-être que t'es au moment de la colère où on est juste là à faire des gros fuck et le système est complètement fucked up et ce que tu décris c'est une réalité. J'ai l'impression que si j'essaie de comprendre pourquoi le système et l'arsenal législatif est ainsi, c'est un peu plus compliqué que on a un trip de dominant qui veut invisibiliser le fait que ses enfants ont été adoptés. Je pense pas que le législateur trisse. Non, c'est juste pas dans la démarche franco-française. Mais ce que je veux dire, le délire de dominant, c'est que je pense que si, à l'inverse, cette approche-là était proposée par des dominés vis-à-vis d'enfants des pays dominés vis-à-vis d'enfants blancs, eh ben nous, en tant qu'occidentaux, du haut de notre suffisance, on trouverait ça délirant. Non, moi je suis pas d'accord. Enfin, dans les deux cas, j'ai l'impression que la loi tente de façonner quelque chose et que c'est peut-être à côté de la plaque. Enfin, j'ai pas de connaissances ni d'expertise. En revanche, pour moi, il y a une telle évidence d'adoption. Ouais, moi, je pense que justement, le monde est tellement raciste que ce qui semble évident, simple, protecteur de notre point de vue, serait pas du tout considéré de la même façon si juste on inversait les couleurs. Ouais. C'est cette intuition-là que j'ai. Ouais. Et après, je comprends tout à fait que le système législatif, il soit fait de sorte, effectivement, d'être protecteur. Mais être protecteur dans l'invisibilisation, c'est quand même la démarche de la République citoyenne et dont on de explique, l'assimilation. Voilà, de l'assimilation dont on explique. L'histoire explique très bien pourquoi on en arrive là aujourd'hui. Je veux dire, la République s'est construite sur le régime de la terreur. Il a fallu couper toutes les têtes de gens qui étaient contre l'égalité. Et l'égalité, on l'acquiert comment ? Par la similitude. Qu'est-ce qui garantit le ciment égalitaire ? C'est parce qu'on est tous les mêmes. Et donc voilà, à partir de là, dès qu'on commence un peu à différencier, on met en péril le pilier égalitaire, quoi. Donc tout ça, je comprends. Tu vois mais toi, tu questionnes le système. Un de tes séismes, c'est tu te rends compte que tu n'es pas blanche, tu te rends compte que tu es coréenne et française, tu te rends compte du racisme de quotidien que tu reçois. Pas que je m'en rends compte, c'est un peu simpliste de dire ça. Il se réalise à tout. Comment on pourrait dire ? Mais j'ai bien compris ce que tu as dit. Et donc là, aujourd'hui, tu recherches ta place. Non, je re-questionne les mythes. Tu vois, pareil, le mythe familial, le mythe républicain, le mythe social, tu vois. Et moi, alors tout le monde n'a pas suivi tous nos épisodes et tous nos échanges, mais c'est pour moi la question de cette lucidité. C'est-à-dire, est-ce que notre enjeu individuel mais aussi collectif, la force qu'on peut déployer, notre puissance, elle n'est pas dans l'acceptation de lucidement des faits
comment on arrête de se voiler la face et du coup, on partage ce diagnostic sur des faits lucidement. Ça fait mal, c'est inconfortable, c'est douloureux, mais c'est ça. Mais là, le sujet, Isa, c'est pas on, c'est je. C'est toi qui te cachais des faits et à qui ça fait mal. Parce que je dis on parce que c'est mon métier là. Enfin, tu vois, c'est ça le problème, c'est que je suis une espèce de mise en abîme permanente. C'est effectivement du coup, moi, je deviens mon propre cas d'étude sur un sujet que je. En fait, Sophie, elle se découvre coréenne et dans ses agissements, elle dit, c'est marrant parce que vous avez vraiment un parcours croisé, parce elle dit, maintenant j'adore que les gens me demandent d'où tu viens. Cette même question, et d'ailleurs dans l'entretien, je la questionne en disant, mais c'est très agressif et de la bonne en ce moment. Et elle dit, ok, j'ai envie de retourner en Corée, il y a un lien qui est en train de se tisser. Elle sait pas trop. Enfin, elle m'a renvoyé un texto après en me disant, ouais, c'est vrai, c'est le premier jour de l'an 1, une nouvelle chose s'écrit, et notamment elle disait, pourquoi pas voyager. Toi, t'es dans quel élan dans ce jeu, J.E. Toi, qu'est-ce que tu fais de tous ces séismes? Non, moi je rebats toutes les cartes là. C'est la fin de cet épisode. Vérifiez si la suite est déjà publiée. Et sinon, abonnez-vous à ce podcast dans votre plateforme d'écoute pour recevoir une notification quand les prochains épisodes sortiront. Si vous aimez ce genre de podcast de témoignages, jetez un œil dans la description de cet épisode. Vous trouverez le lien vers mes autres podcasts de témoignages et mes réseaux sociaux pour suivre les coulisses de cette aventure. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.